bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Big Radio pour le grand journal du dimanche 5 août. Et oui, déjà, c'est bien sûr le best-of des émissions passées. Et bien aujourd'hui, on va revenir sur des archives de Big Radio. Et oui, sur une émission qui s'est nommée Reportage, qui était un petit peu l'ancêtre de Big Radio. Et donc voilà, et dans cette émission de reportage qui date du 19 juin 2012, eh bien j'ai interviewé Patrick Saman sur le Carrefour International du Bois 2010 qui se tient tous les 2 ans. Écoutez. Carrefour International du Bois, notre invité, Patrick Saman. Le Carrefour International du Bois qui s'est déroulé les 2, 3, 4 juin. Avec nous Patrick Saman. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Martin. Alors c'est tous les 2 ans ce Carrefour International. Alors comment est le marché du bois ? Bien écoutez Martin, le marché du bois est un peu comme l'économie mondiale, c'est-à-dire on a eu de très fortes baisses l'année dernière. Et nous dépendons, évidemment, le bois, c'est la consommation, la construction, le meuble, le parquet, etc. Et donc, le marché, on ne peut pas dire, ne soit pas très bon, n'est pas très bon en ce moment, quoi. Y avait-il beaucoup de visiteurs étrangers ? Le salon était rempli de visiteurs étrangers de toute l'Europe. Nous avons eu de la clientèle diverse, européenne, Grèce, Turquie, Maroc, Tunisie, Pologne, Ukraine, etc., des gens du Liban, d'Israël, enfin beaucoup de visiteurs étrangers. Par contre, peu de personnes du sud-est asiatique et d'Asie, pas beaucoup de Chinois et pas beaucoup de Japonais. D'accord. Beaucoup de nouveautés dans ce salon ? Comme tous c'est un salon qui est en place tous les 2 ans, donc la concurrence et les produits nouveaux sont de plus en plus nombreux à chaque fois. Pour vous en citer un par exemple, le composite à lame composite qui aujourd'hui remplace la lame de bois en bois tropicaux ou en pin pour faire du deck et des produits de cette nature quoi. Mais toujours des nouveautés, des essences qu'on transforme, des essences qu'on prête, beaucoup de choses intéressantes. Où en sont les cours du bois ? Les cours du bois ont beaucoup baissé l'année dernière à cause de la crise mondiale, mais beaucoup baissé. Je pense que la production s'est arrêtée à 50%. Quand je parle de bois, je parle de bois tropicaux, de bois scandinaves, de bois américains, de bois de pays en France, etc. Et évidemment, après une telle baisse, cette année, c'est un peu l'explosion des cours par rapport à l'année dernière, puisqu'il y a des essences de bois qui ont augmenté de 20, 30, 35% depuis le début de l'année. Y avait-il beaucoup d'exposants ? Les exposants étaient très nombreux, puisqu'ils ont même limité la taille des stands cette année. Je crois qu'il y avait quelque chose comme 494 ou 495 exposants. Donc un record pour un salon qui a commencé il y a quelques années, qui prend de plus en plus d'importance et qui est devenu la référence du bois en Europe. Ça fait depuis combien de temps qu'il y a ce salon ? Je crois qu'on était à la 7e édition ou la 8e, je ne me souviens pas. D'ailleurs, j'étais à la première édition moi-même. Et la première édition, c'était tout simplement une salle de conférence où les gens discutaient des problèmes du bois, etc. Aujourd'hui, c'est un véritable salon qui vient et des gens qui viennent du monde entier. Donc ça a beaucoup évolué. C'est la référence aujourd'hui en Europe. Chez quelle entreprise de bois vous êtes ? Nous sommes une société qui s'appelle Trasam, qui est une société spécialisée dans les bois d'Amérique du Sud, donc principalement du Brésil, un peu de Bolivie et un peu du Pérou, mais surtout le Brésil. Nous travaillons de plus en plus d'ailleurs de bois certifiés, des bois FSC, puisque la clientèle aujourd'hui, que ce soit les magasins de bricolage ou les grands chantiers, etc., redemande aujourd'hui qu'on trouve l'origine de nos bois, et c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous avons un embarquement. D'accord. Alors, pour résumer aux auditeurs de reportage, qu'est-ce que le Carrefour International du Bois ? Et dans 2 ans, pourront-ils y aller ? Est-ce que c'est ouvert au public aussi ? C'est ouvert, je crois pas que ce soit ouvert au public, mais c'est ouvert, les invitations sont assez nombreuses, c'est ouvert aux petits artisans, c'est ouvert aux menuisiers, c'est ouvert à toutes les gens qui travaillent vraiment dans le bois. Mais on ne peut pas dire c'est pour ça qu'ils font ça uniquement le mercredi, le jeudi et le vendredi. On ne peut pas dire qu'il y ait des visiteurs, des gens qui viennent voir des nouveautés, etc.
n'est pas un but, c'est pas le but du salon. Le but du salon, c'est que toute la profession se retrouve, que ce soit négociant, importateur, producteur, distributeur, compagnie maritime, etc., etc. Donc c'est quand même un salon assez professionnel. Merci beaucoup Patrick d'avoir été avec nous, Patrick Samand. Mais de rien, Martin, à très bientôt. Au revoir, voilà. On s'intéresse à beaucoup de sujets dans le reportage, et notamment là, le Carrefour international du bois qui s'est tenu à Nantes les 2, 3, 4 juin. Voilà donc pour Patrick Samand. Alors bien sûr c'était à la radio, ce n'était pas encore filmé à cette date-là. Mais cette fois-ci ce reportage est bel et bien filmé. Et c'était le 19 mai dernier, la mort de la diva, de la reine du disco, Donna Summer. Big Radio avait organisé une petite émission spéciale dans le Grand Journal. Donna Summer, reine du disco, est morte à 63 ans. Les gros titres ont vu juste, mais n'étaient qu'à moitié dans le vrai. Oui, Summer était royale dans sa musique comme dans son esthétique, et elle en a fait plus que n'importe qui dans les années 70 et 80 pour hisser l'énergie et la palpation des nightclubs en tête des hit parades. Mais le disco n'était pas l'alpha et l'oméga de sa musique. La discographie de Summer était un mélange de gospel, de rock, de new wave, de synth-pop ou encore de new jack swing et même de comédie musicale. Elle commença sa carrière comme une Janis Joplin en herbe dans un groupe de rock psychédélique. Elle fut choriste pour Three Dog Night, vivant à Berlin au début des années 70. Elle participa même aux versions allemandes de Showboat et de Godspell. Elle était une pionnière de sa collaboration avec le producteur italien Giorgio Moroder, qui fut à l'origine des hits parmi les plus visionnaires de son époque, à commencer par I Feel Love, qui transformera la pop sur de bon avec l'inquiétante étrangeté de son rythme robotique. Mais Summer gardait une âme old school. I Feel Love se retrouve sur I Remember Yesterday, un album qui combine des rythmes dance avec les styles musicaux des années 40, 50 et 60. Lors de ses interviews, elle voyait dans Marilyn Monroe son modèle vocal pour Love to Love You Baby, son hit sexy et novateur. Ces hymnes disco reconnaissables entre mille et mille avaient une touche classique de langueuses mélodies sur lesquelles déferlait une rythmique assourdissante. Ces textes aussi regardaient en arrière. Turn up the old Victoral, allume le vieux gramophone, chantait-elle dans Dim all the light, gonna dance the night away, je vais danser toute la nuit. Elle n'avait rien des divas disco à l'impressionnante cage thoracique, celle qui vous faisait capituler sur la piste de danse au son d'une rythmique explosive. La voix de Donna Summer n'était pas une détonation ou un hurlement, elle flottait. Ce qui lui manquait en force, elle le rattrapait en finesse. Et la version de 17 minutes de Love to Love You Baby, absolument et magnifiquement chantée pour une raison précise, puisque l'arme secrète de Summer était son écriture. Elle avait un don pour la mélodie et le génie de la mélodie donc et des histoires. Le disco était un genre créé autour des maxi 45 tours, mais Summer misa sur de longues suites plus proches du rock, des concepts albums qui s'étalaient en double 33 tours à couverture dépliante comme les disques des Pink Floyd. Les chansons étaient intelligentes, précises, mais surtout sophistiquées, l'œuvre d'une femme qui avait quitté Boston et une éducation extrêmement religieuse, et elle s'était installée à l'étranger avant d'obtenir ses galons dans le milieu branché. Comme tout le disco, la musique de Summer était ambitieuse, mobile. C'était un magnifique mosaïque musicale et une magnifique musique populaire. Summer portait un éclat jet set dans les palmarès de la pop. Mais ses meilleures chansons ne révèlent pas du glamour. Elles tournent autour de la désolation. Les chansons de rupture furent sa spécialité. Heaven Knows on the Radio ou encore MacArthur Park. Si Donna Summer
est en effet la reine du disco, c'est peut-être aussi parce que ses chansons captaient l'extase de la nuit, mais aussi et surtout ses angoisses, les envies irrépressibles d'amour, de sexe et de communion, la peur constante de vous retrouver au petit matin, une fois la soirée terminée, chancelant et sans personne à votre bras. This is the last dance, last chance for love. I need you by me. Beside me to guide me. C'est la dernière danse, la dernière chance d'amour. J'ai besoin de toi, près de moi, à côté de moi, pour me guider. Chantait Donna Summer. Elle faisait de la musique pour les bacchanales du samedi soir, les remises en question du dimanche et pour tous les autres jours de la semaine aussi. Donna Summer est morte donc cette semaine, cette merveilleuse chanson, la reine du disco et la diva de la nuit. Voilà, et puis le 3 juin, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 2 mois quand même déjà, hein, et bien le 3 juin, je me posais des questions sur la reine d'Angleterre au moment de son jubilé, et bien pour vous, j'avais tenté de répondre à cette question: à quoi sert la reine d'Angleterre? Chaque année, le rituel est immuable. La reine pénètre dans la chambre des Lords à Westminster. Coiffée de la couronne impériale, sertie de 3000 germes, vêtue de la cape d'hermine brodée de dentelle d'or et de Victoria, portée par des pages, et lit le discours annuel du trône lors de l'ouverture de la session parlementaire. En réalité, un discours est écrit au mot près par le Premier ministre britannique et qui représente sa politique à venir. Pour beaucoup, voilà résumé la quintessence du pouvoir d'Élisabeth II, une autorité morale, garante des traditions, soumise à la politique de son gouvernement. Elle prend la pause, mais n'agit pas. La réalité est plus complexe. Sur le papier, le pouvoir de la reine est bien réel. Il ne tient qu'au monarque de l'exercer. Charles changera-t-il la donne? Comme notre président de la République, la reine est chef des armées. Elle nomme le Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Elle est également chef de l'Église anglicane et entérine la nomination des prélates. Elle peut s'opposer à des lois, accepter ou refuser la dissolution du Parlement. Donc, en théorie, bloquer ou influer la vie politique du pays. Ce qui n'arrive jamais, car Élisabeth II tient à son impartialité politique. Elle est aussi la souveraine officielle de 15 royaumes membres du Commonwealth, de la Barbade au Canada, en passant par la Nouvelle-Zélande, les Bahamas, l'Australie, les Grenadines, la Jamaïque, etc. Tous les matins, sauf le jour de Noël, elle passe plusieurs heures dans son cabinet à prendre connaissance des rapports, des notes confidentielles et parfois de projets de loi émanant de tous les pays dont elle est la reine. Avec ses secrétaires particuliers, elle se tient informée dans le détail des événements ou des problèmes survenus et reste ainsi l'une des rares personnes, avec le pape, sans doute la plus informée des affaires du monde. En réalité, tout se joue lors de ces fameux tête-à-tête hebdomadaires avec son Premier ministre, explique Isabelle Rivers, auteure de la biographie Élisabeth II, publiée chez Fayard. C'est là, dans un petit salon du palais de Buckingham, que s'exerce son influence. À l'abri des regards et des témoins, ses conseils restent toujours précieux, comme me l'a confié récemment John Major. Selon lui, il aurait été dommage de ne pas tenir compte de son avis quand on songe à l'expérience qui est la sienne. Il s'agit en tout cas de l'une des rares occasions de la semaine où le Prime Minister peut parler à peu près librement des problèmes du moment avec une autorité formée par Winston Churchill. Cette position d'arbitre et de conseiller préserve la monarchie des turbulences politiques. Elle renforce son image de garante des institutions et des traditions, très appréciée en Grande-Bretagne, faisant de la reine le symbole de l'unité britannique. Il s'agit là de son rôle sans doute le plus important. La reine, c'est l'Angleterre. Voilà tout. Elle incarne comme personne le rayonnement et le prestige de la Grande-Bretagne. Aux yeux du monde, un récent sondage
montrent que 70% des Britanniques restent profondément monarchistes, prouvant que l'institution reste toujours populaire. Oubliez les 70s quand il était de bon ton de ridiculiser une famille royale, un brin désuète, ou encore les années de Diana qui ont dangereusement décorné l'image de Windsor. Depuis, des efforts ont été faits, les excès rangés au placard, les histoires de famille réglées et la liste civile accordée par le Parlement revue à la baisse. Le mariage de Kate et William, suivi l'an dernier par près de 2 milliards de téléspectateurs, prouve que la firme Windsor n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle génère du rêve et renoue avec les symboles. Élisabeth II sait que son vrai pouvoir demeure sa longévité. Le temps efface tout, consolide le prestige et finit toujours par forcer le respect. À Charles, demain, de relever le défi. Voilà, merci à tous d'avoir suivi le grand journal du 5 août 2012. N'oubliez pas que nous serons là la semaine prochaine, le 12 août. D'ici là, portez-vous bien et encore une fois, bonnes vacances à la plage, sous le soleil, à vous tous.